Nouvelle édition sur la RTD, bienvenue dans ce rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche en milieu d'après-midi à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il prendra part demain aux travaux de la 15e conférence internationale des parties prenantes, des parties de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le ministère de la Femme et de la Famille a tenu une réunion au Kempinski Palace. La Palestine condamne la décision israélienne de construire 4000 logements en Cisjordanie. C'était les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé ce dimanche en milieu d'après-midi à Abidjan, la capitale ivoirienne, où à sa descente d'avion, il a reçu un accueil très chaleureux, ainsi une marque d'estime consentie au chef de l'État. C'est la seconde autorité la plus élevée de la Côte d'Ivoire, le vice-président Thiemoko Meïlit Koné, qui est venu accueillir le président Ismaël Omar Guelleh à l'aéroport d'Abidjan, où il a eu droit au tapis rouge et à une revue de troupes de la garde d'honneur de ce pays frère. Le déplacement du président de la République à Abidjan procède à une invitation officielle qu'il a reçue de la part de son homologue ivoirien Alassane Ouattara et a trait à une participation aux travaux de la 15e conférence internationale des parties de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et à la sécheresse, un partenariat intégré des pays du monde en vue d'une réponse inclusive et efficiente de la communauté internationale face aux défis de plus en plus répandus posés par le phénomène d'aridité de sol et de réchauffement climatique. Outre le sommet des chefs d'État et de gouvernement auquel prendra part du 9 au 11 mai, le président Guelleh, aux côtés d'une vingtaine de ses homologues issus d'Afrique et d'autres continents, la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse abritera un forum des jeunes, un panel de discussion pour les femmes et une réunion de haut niveau des principaux opérateurs privés investissant dans le domaine de la restauration des terres fertiles. Adjoint cette année du vocable terre, vie, patrimoine d'un monde précaire et à un monde prospère. Cette 15e édition de la Convention des parties ne déroge pas au principe de servir aux plateformes d'échange, d'expertise à ses participants en vue de solutions de plus en plus fournies et pérennes contre les problématiques posées par la désertification et la sécheresse. Quant à l'adoption d'une résolution visant à créer un fonds de solidarité d'1 milliard de dollars au profit des pays membres de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et à la sécheresse, elle constitue une des ambitions les plus importantes de cette rencontre internationale. Dans le cadre de cette mission en Côte d'Ivoire, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. A noté également la présence au sein de cette délégation conduite par le chef de l'État de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali. Vous l'aurez compris, donc les travaux de la COP 15 débuteront demain en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Les préparatifs vont bon train et cette conférence sera l'occasion pour la République de Djibouti et pour tous les pays de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées afin que des mesures urgentes soient mises en place et de reboiser les terres et les forêts. Le président de la République prendra aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à cette 15e session de la conférence des parties COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra du 9 au 20 mai prochain. Eh bien, près de 5000 autres participants issus des secteurs privés et des sociétés civiles du monde entier. C'est l'hôtel Sofitel d'Abidjan, complexe moderne spécialisé dans l'hébergement des conférences internationales qui ont lieu en Côte d'Ivoire, qui abritera les travaux de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Eh bien, écoutons les propos de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, donc en Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali.
Quelques mois après l'ouverture de notre ambassade ici à Abidjan, nous sommes très honorés d'accueillir notre chef d'État, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires ont été prises pour l'accueillir dans les meilleures conditions, grâce à l'excellence de nos relations bilatérales qui unissent nos deux pays. Concernant le sommet, le chef d'État répond à l'invitation qui lui a été adressée par son frère, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ce sommet est un prélude de la 15e conférence des Nations Unies, aux États parties de la Convention des Nations Unies, la COP 15, sur la désertification. Et à l'issue de cette réunion, les chefs d'État et de gouvernement adopteront une déclaration. Cette déclaration dans laquelle il visera à mobiliser plus d'1 milliard de dollars pour lutter contre la désertification et pour contribuer à la restauration des terres. Retour à Djibouti, je vous le disais en titre, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'appui technique du PNUD, a organisé ce matin un symposium sur le thème Femmes, paix et sécurité avec les parties prenantes à la salle de conférence. C'était au Djibouti Palace Kepensky. L'objectif de cet atelier est de réviser et mettre à jour le plan d'action national afin de renforcer l'engagement du gouvernement et des organismes internationaux quant à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Co-présidé par la ministre de la Femme et de la Famille et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. Cet événement a vu la participation d'une 50aine de représentants des différentes parties prenantes entre institutions administratives et partenaires au développement. Dans leurs interventions respectives, les personnalités ont mis en exergue l'importance que revêt la thématique du genre prévalant au sein du COMESA et de l'IGAD, tant au niveau régional qu'au sein du NEPAD, mais aussi au niveau continental, et ce dans le cadre de respect du protocole de Maputo relatif aux droits de la femme. Les deux pays démontrent leur engagement à élargir l'accès des femmes au processus de paix et de résolution au niveau mondial. Les États-Unis reconnaissent l'engagement de Djibouti à faire progresser les rôles des femmes dans le processus de paix. Pour être précise, l'absence de conflit d'un pays ne l'empêche pas de prendre des mesures pour faire évaluer la paix, comme l'a montré Djibouti dans soutien à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. En outre, Djibouti démontre son engagement en faveur de la paix pour ses efforts permanents pour mettre en œuvre la résolution 1325 des Nations Unies. Ces événements témoignent de l'engagement continu de ton individu, et les individuels et les organisations. Je pense que c'est très important. Ici, une autre chose que je voudrais souligner à tout le monde, c'est qu'on ne peut continuer d'organiser un événement une fois par an ou échanger occasionnellement sur ce sujet. Au lieu de cela, nous devons démontrer par notre effort collectif un travail durable et ciblé. Je suis très fier de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet objectif, et je suis convenu que vous poursuivrez ces efforts importants. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, Saïd Nouh, a mis le point sur l'importance de la protection de la femme et de l'enfant dans les conflits. Nous l'écoutons. À ma qualité de ministre de Défense chargé des relations avec le Parlement et par intérim, je ne peux que soutenir un tel événement qui vise à encourager et à faciliter la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix. Cet atelier, ce matin, est destiné à permettre aux autorités de notre pays et aux organisations non gouvernementales de mieux connaître et comprendre les processus de constitution des forces dans les opérations de maintien de la paix et plus particulièrement les défis relatifs à la promotion du genre et à la protection du droit des femmes. Je suis certain que ce matin, les échanges d'informations qui auront lieu dans les différents ateliers et
les échanges d'expériences permettront d'améliorer la contribution de la République de Djibouti, qui est déjà très appréciée dans le continent et au niveau de la région. La résolution 1325 du Conseil de sécurité, adoptée en 2000, a reconnu l'importance de l'impact des conflits armés sur les femmes et les enfants et a garanti la protection et la pleine participation de celles-ci aux accords de paix. Ces derniers, bien qu'ils aient été lents à venir, on constate aujourd'hui des signes de renforcement de l'engagement et des mesures prises pour assurer la réalisation des objectifs de cette résolution. Écoutons cette fois le mot de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Cette résolution réaffirme la nécessité d'une représentation accrue de la gente féminine à tous les niveaux et exhorte au renforcement de la participation des femmes. Elle souligne également le rôle important des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, dans les négociations de paix, dans la consolidation de la paix, son maintien, dans la reconstruction après les conflits. Parallèlement, elle protège les femmes et les filles contre les violences sexistes et toutes les formes de violences basées sur le genre par la mise en place des mesures spécifiques. Mesdames et messieurs, ce rôle qui nous incombe, nous les femmes, souligne l'importance de notre participation dans tous les efforts de maintien et de promotion de la paix, de sécurité à tous les niveaux, sphère familiale, sociale, régionale et internationale. L'IGAD, en élaborant en 2011 son plan d'action régional pour la mise en œuvre de la résolution 1325, exhorte chacun de ces pays membres à adopter son propre plan d'action national. C'est pour ça qu'à Djibouti, en 2017, le plan d'action national sur la résolution 1325, conformément à celui de l'IGAD, a été fait dans l'esprit d'acte constitutif de l'Union africaine de 2002, la déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, le protocole de Maputo, la politique de l'Union africaine en matière d'égalité de sexe et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette démarche constitue la preuve de l'engagement de notre pays aux côtés de la communauté internationale. Le ministère de la Femme et de la Famille a la responsabilité de veiller à la mise en œuvre intégrale du plan d'action national sur la résolution 1325 en étroite collaboration avec tous les acteurs nationaux et partenaires au développement concernés. Ainsi, notre plan d'action couvre 4 axes majeurs qui sont les suivants. La femme et les violences sexuelles au niveau national, les femmes réfugiées, les femmes dans les conflits pastoraux, les forces de sécurité et de défense et les questions de violences sexuelles. Étant donné que ce plan n'a pas été mis en œuvre concrètement au niveau national, nous souhaitons mettre au profit de cette rencontre afin de sensibiliser les parties prenantes à se l'approprier et à apporter leur contribution pour l'actualiser. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Umio Otsuka, ont procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'école fondamentale de Nassib. L'événement s'est déroulé à la cité Nassib en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah, le directeur de la GK, M. Canada, le directeur général de la fondation IEG, Mahmoud Ali Ousmane, la représentante de l'UNICEF ainsi que des hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. On prépare donc à cette cérémonie. Ce projet ambitieux de construction d'une école fondamentale de Nassib, qui constitue un don du peuple japonais au peuple djiboutien, arrive à un moment important pour le système éducatif djiboutien en pleine transformation et qui ambitionne de concrétiser la scolarisation universelle inclusive d'ici 2025 pour tous les enfants vivant sur le territoire national.
L'objectif de ce projet est d'améliorer l'environnement et de l'apprentissage et l'accès à l'éducation fondamentale dans la commune de Balbala en construisant une nouvelle école primaire et un collège et en les dotant des équipements nécessaires. Mais aussi, ce projet contribuera à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité à Djibouti. Ce complexe scolaire moderne s'étend sur une superficie de plus de 36 000 m² avec une capacité d'accueil de plus de 3 000 élèves, dont 2 000 élèves pour le moyen et 1 000 élèves pour le primaire. Ce projet de construction d'école permettra, avec ces salles totalement équipées et spécialisées notamment en matériel informatique, de dispenser une éducation de qualité adaptée aux besoins de nos jeunes. Dans son discours, le directeur de la JICA a rappelé que ce projet de grande envergure, dont le montant s'élève à environ 36 millions de dollars, est accordé dans le cadre de l'aide financière non remboursable de la JICA. Il a indiqué que ce projet de l'école sera construit par les sociétés japonaises Shimizu Corporation et Matsuda Consultant. De son côté, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka, s'est dit honoré de participer à cette cérémonie de pose de pierre pour la construction d'une nouvelle école primaire et secondaire à Nassib, dans le quartier de la commune de Balbala. On les écoute. C'est un immense plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de pose de première pierre et de projet de construction d'une école fondamentale à Balbala, cité Nassib. Ce projet de grande envergure, dont le montant s'élève à environ 30 millions de dollars, est accordé dans le cadre de l'aide financière non remboursable de la JICA. L'école sera construite par les sociétés japonaises Shimizu Corporation et Matsuda Consultant pour assurer la meilleure qualité. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'environnement de l'apprentissage et l'accès à l'éducation fondamentale dans la commune de Balbala en construisant une nouvelle école primaire et secondaire et en dotant l'école des équipements nécessaires. Ainsi, le projet contribuera à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité à Djibouti. Je suis très honoré de participer aujourd'hui à cette cérémonie de pose de pierre pour la construction d'une nouvelle école primaire et secondaire à Nassib, dans le quartier de Balbala. Je tiens tout d'abord à féliciter le gouvernement de la République de Djibouti pour ses efforts continus dans le renforcement des capacités humaines. Grâce à ce projet, seront construits notamment 52 salles de classe, des blocs administratifs, des blocs sanitaires, plusieurs salles informatiques et laboratoires et des bibliothèques, afin que 840 élèves de primaire et 1800 élèves de secondaire puissent étudier dans cette école intégrée. L'éducation est un chemin de réussite professionnelle et permettra l'épanouissement dans tous les aspects du pays. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a rappelé que la coopération djibouto-nippone dans le secteur de l'éducation est ancienne et a permis d'atteindre de nombreux objectifs du système éducatif depuis les États généraux de l'éducation initiés par le président de la République. Nous l'écoutons. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler pour mémoire que la coopération djibouto-nippone dans le secteur de l'éducation est ancienne et a permis d'atteindre de nombreux objectifs du système éducatif depuis les États généraux de l'éducation initiés par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Dans le domaine de l'éducation pour tous, le Japon a accompagné le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en construisant de nombreux établissements scolaires à Djibouti-Ville, mais également dans les régions. Je peux citer à titre d'exemple le collège Fukuzawa, dont moi-même j'étais bien sûr principal, et qui est le symbole de la coopération entre Djibouti et le Japon. Je mesure aussi la contribution du Japon au développement de notre pays, conformément à la feuille de route de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à travers des projets comme la lutte contre la soif, le développement des infrastructures,
la lutte contre la piraterie maritime, entre autres projets de développement. Je tiens ici à remercier le peuple et le gouvernement du Japon pour ce don de l'école fondamentale du quartier de Nasib. Mesdames et messieurs, notre système éducatif est résolument tourné vers la qualité de l'offre éducative et l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette quête de la qualité de l'éducation passe notamment par la mise en place des infrastructures modernes répondant aux normes standards internationales, mais également par un pilotage pédagogique des établissements scolaires efficaces et efficients, des enseignements-apprentissages performants. Pour conclure, je dis solennellement, vive la coopération Djibouti-Nippon, vive l'éducation nationale, vive la République de Djibouti. À l'instar du monde, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette journée riche en activités a eu lieu au sein du Centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed. Cette journée a vu la participation de la directrice générale du centre, Mme Acha Farah, chef adjoint de la mission du CICR, Mustafa Mohamed, la première vice-présidente du Croissant Rouge, Mme Hawa Jamaïli, ainsi que les responsables du centre. Le centre du collègue de son de l'hôpital général Pelletier, des membres des comités locaux du CDR, volontaires et élèves et professeurs ont activement préparé aux activités de don de sang, séances de diffusion, formation, premiers secours et des échanges sur les valeurs humanitaires. L'ensemble des participants ont tenu à réaffirmer leur engagement envers les plus vulnérables. Du 8 mai, journée internationale du Croissant Rouge et du Croix-Rouge. Je ne peux qu'adhérer à ce genre d'initiative et participer tant que soit possible pour pouvoir les accompagner. Nous avons voulu que les élèves professeurs de ce centre participent à cette journée parce qu'il est important qu'ils adhèrent eux aussi, parce qu'ils sont porteurs d'une mission importante au niveau de la nation, puisque vous aurez entre vos mains des générations d'élèves qui vont devenir, par votre impact, que ce soit au niveau des savoir-être, mais aussi du savoir-vivre, mais aussi en tant que citoyens, les générations à venir. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre à travers vos actions, à travers votre comportement, votre posture, votre engagement en faveur de toutes les actions qui peuvent participer au développement de ce pays. Donc c'est très important, jeunes gens. Je vous exhorte dès à présent de vous en imprégner pour que, à quelque niveau que cela soit, vous puissiez participer dès aujourd'hui à cette noble entreprise. Et écoutons à présent l'intervention de la première vice-présidente du Croissant Rouge, Mme Hawa Jamaïli, suivie du mot du chef adjoint de la mission de CICR, M. Mustafa Mohamed. Il m'était un plaisir d'être parmi vous pour célébrer cette journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti célèbre, à l'instar des membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, cette date ô combien mémorable. Cette date correspond à celle de l'anniversaire de la naissance d'Henri Diran, le père fondateur du mouvement, en 1828. Il a rendu compte dans un souvenir de Solferino des terribles souffrances dont il a été témoin à la bataille de Solferino en Italie en 1859. Cet ouvrage a donné forme à cette vision humanitaire et a abouti à la constitution dans chaque pays des sociétés des secours volontaires ayant pour but de soigner les blessés en temps de guerre sans aucune distinction. Telles sont les racines de ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette journée est une journée importante en sa qualité et je remercie infiniment nos collègues du Croissant Rouge d'avoir choisi le futur professeur afin de célébrer cette journée avec le mouvement international de la Croix-Rouge.
Si je fais un bref rappel, je pense qu'au niveau du travail humanitaire conjointement initié avec le Croissant Rouge de Djibouti, le CICR a aussi travaillé dans le passé avec le Croissant Rouge et le ministère de l'Éducation nationale dans un programme qu'on appelait « Explorons le droit humanitaire ». Ce programme est déjà enseigné au niveau de l'histoire géo, je pense, dans la classe de 8e. Donc déjà, dans le curricula du ministère de l'Éducation nationale, le Croissant Rouge et les CICR ont injecté des programmes qu'on appelle « Explorons le droit humanitaire ». La deuxième édition de la compétition robotique de Djibouti s'est clôturée hier dans l'après-midi au gymnase du lycée d'État. Eh bien, la compétition de la deuxième édition du concours Djibouti robotique organisée par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat Le Clé. Cette édition qui s'est tenue du 6 au 7 mai sur le thème Impact durable axé sur le changement climatique avait pour objectif d'éveiller l'intérêt des jeunes djiboutiens à la manipulation des technologies innovantes, la robotique et du codage. Elle a permis également d'inspirer les jeunes tout en promouvant l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La cérémonie de clôture de la deuxième édition de ce concours a été présidée par la directrice générale de Clé, Oba Ahmed Malo, le directeur adjoint Abdelkarim Mohamed Hassan, le directeur des opérations, M. Cheikh Mohamed Abdallah, le secrétaire général du MANFOP, du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah, et bien le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Derir, les directeurs des collèges, les proviseurs des lycées, les universitaires, ainsi que les enseignants des différents collèges et des lycées en prépare à cet événement. En effet, cette année, les équipes participantes ont concouru en 3 catégories, à savoir Stars League pour les lycéens, les Tech League pour les collégiens et les Maker League pour les universitaires. Le collège de Fukuzawa qui a remporté la première place de la compétition Tech League. La deuxième place, c'est le collège de Lumière et la troisième, c'est le collège Blaas, lycée d'État de Djibouti qui a remporté aussi la première place de la compétition Star League. La deuxième place, c'est le lycée de Gabod et la troisième place est revenue pour le lycée de PK12. Enfin, le groupe de Cannes Intelligente a remporté la première place de la compétition Maker League. La deuxième place, c'est le groupe d'optimisation d'énergie. Et la troisième, c'est le groupe Alimentation sans interruption. Les responsables des participants ont remis le trophée pour les différents élèves gagnants pour cette deuxième édition du concours Djibouti Robotique Compétition. L'objectif de la compétition est de préparer les jeunes djiboutiens à devenir des leaders en sciences et en technologie et aussi de leur montrer l'utilité de la science et de la technologie. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur adjoint du centre Clé. Là, actuellement, nous sommes à la deuxième journée en après-midi du DRC, qui est le Djibouti Robotic Competition, qui est vraiment, c'est la deuxième édition cette année. Et ça permet, il y a le meilleur jeunes collégiens, universitaires et lycéens qui participent. Il faut se rappeler que l'objectif ultime de cette compétition n'est pas vraiment en soi de gagner, comment on allait dire, une médaille et des prix, mais c'est surtout d'inculquer chez nos jeunes cette envie d'apprendre les choses autrement. Parce que, comme vous le savez, les métiers changent et il faut savoir que maintenant, à l'ère où nous sommes, ou à l'ère de la révolution 4.0 qu'ils appellent, nous sommes capables d'aller au-delà. Et chacun de nous, chacun de ces jeunes-là que vous voyez ici, que ce soit les collégiens, les universitaires ou les lycéens, ont en eux les clés de leur succès et de leur réussite dans leur avenir. Au-delà de ça, ce qui est très très important, c'est qu'il y a une citation en Somalie qu'on appelle Ou'ana Masha. Moi je dirais plutôt Maskahmal. Donc le Maskahmal, c'est la façon d'extirper et d'utiliser ce qui est dans ton intellect, parce que comme vous le savez, Dieu nous a tous créés égaux. Et on est capable de relever les défis
et d'avoir, on est peut-être un petit pays, mais on a des grandes ambitions et on peut avoir. Et je suis sûr et certain qu'avec notre partenariat privilégié avec le MENFOP, nous pouvons accomplir énormément de bonnes choses et je suis très confiant. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des participants à ce concours. En voici une. La compétition Djibouti Robotic Competition. Nous sommes vraiment heureux d'avoir gagné le premier prix et d'avoir gagné. Et nous remercions aussi tous nos professeurs et le ministère de l'Éducation et le MENFOP, centre clé qui a collaboré avec le MENFOP et avoir organisé la compétition. Nous remercions aussi nos professeurs qui s'appellent Monsieur Mokhtar, Madame Halima, Monsieur Ilyas et Monsieur Abdi de nous avoir formés et de nous avoir beaucoup aidés. Je remercie mon encadreur, Monsieur Hussein, mon encadreur, et Monsieur Qaurah, le proviseur et le principal de Fukuzawa. Aujourd'hui, nous avons remporté la coupe du deuxième édition de Djibouti Robotic Competition, qui est une compétition qui se déroule chaque année. Et cette année, la coupe était à nous. Donc, on remercie d'abord Dieu, alhamdoulilah, et on remercie aussi nos parents. On remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés, à savoir le personnel du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, à savoir Madame Halima et M. Fahmi. Et voilà, on dit merci et on encourage les gens qui vont nous suivre de faire pareil. Je suis vraiment très contente d'avoir pu participer à cette compétition et surtout encore d'avoir pu gagner. Je dédie cette victoire à nos formateurs qui nous ont formés et qui nous ont soutenus pendant 2 mois de formation, à nos supporters qui ont crié, qui nous ont supportés, quitte à même nous donner leur voix durant tout le long de cette compétition qui a été vraiment riche en émotions. J'ai eu vraiment peur au début, c'est vrai, mais maintenant, wallah, je suis très contente parce qu'on a gagné. Et bravo à vous. Je vous le disais en titre, cette information, donc les autorités palestiniennes ont condamné vendredi le feu vert sioniste à la construction de 4000 logements dans des colonies sionistes en Cisjordanie. C'est ce qu'ont rapporté samedi des médias. Ces décisions visent à stimuler la construction de colonies au détriment de l'État palestinien. C'est ce qu'a dénoncé le ministère palestinien des Affaires étrangères. Dans un communiqué, les colonies sionistes constituent une violation du droit international et des conventions de Genève, a-t-il ajouté, dénonçant cette initiative comme une menace sérieuse pour les chances de parvenir à la paix. Les travaux de construction de près de 4000 logements débuteraient la semaine prochaine. En réaction, le Premier ministre palestinien a mis en garde contre les graves conséquences qui résulteraient de ce projet sioniste. Il a également condamné la décision sioniste de démolir 12 hameaux de la région du sud d'El Khalil en Cisjordanie. Eh bien, ces projets constituent une menace pour la sécurité et la paix dans la région qui vit dans un état de tension en raison des politiques de persécution, de racisme et de nettoyage ethnique appliquées par le gouvernement d'occupation contre le peuple palestinien, a-t-il poursuivi. C'était l'essentiel de l'actualité de ce 8 mai. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur Télé Djibouti.